La dernière ligne droite, Christian Bex. Bonjour à toutes et à tous, dernière ligne droite de la semaine, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, nous abordons en premier lieu un sujet qui fait controverse. La polémique s'est enflée très vite dans tous les médias et même dans les milieux de l'enseignement. Le petit Robert a introduit le pronom IEL, I-E-L, dans son dictionnaire. Il faut préciser toutefois que c'est dans la version en ligne, sur Internet, et non pas dans la version papier du dictionnaire. Avec nous pour en parler, Sophie Audugé, déléguée générale de l'association SOS Éducation, reconnue d'intérêt général. Sophie, le IEL est-il symptomatique de notre époque ? Bonjour, oui, je crois, oui, tout à fait. Effectivement, alors après, la problématique du IEL, c'est évidemment la question de l'écriture dite inclusive, qui est un mouvement idéologique. Oui, c'est ça dont il est question. Voilà, c'est ça dont il est question, c'est-à-dire on prend ce terme, enfin, je veux dire, c'est très compliqué d'ailleurs à expliquer. Enfin, nous, quand à SOS Éducation, on s'est emparé du sujet, on a voulu vraiment sortir de l'idéologie et donc on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que cette écriture dite inclusive, en quoi elle peut être considérée comme inclusive, et puis aussi d'où elle vient, comment la chose est née, etc. Et finalement, on s'est retrouvé face à quelque chose de très difficile, c'est d'expliquer quelque chose qui nous paraît, en tous les cas à beaucoup d'entre nous, totalement absurde. Et donc, on est allé chercher des linguistes, on a étudié un petit peu tout ce qui se faisait sur le sujet, on est allé voir les productions des lobbies, on va dire, qui promeut la langue dite inclusive comme étant une langue qui servirait l'intérêt de l'égalité hommes et femmes, pour pouvoir vraiment se faire une opinion, enfin la plus objective possible. Et on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas dans des formules, si vous voulez, qui servaient une cause légitime. On est complètement dans de l'idéologie, avec des injonctions qui ne sont absolument pas démontrées, absolument pas prouvées, à telle sorte, si vous voulez, que quand vous prenez les arguments qui sont avancés, vous pouvez les déconstruire les uns après les autres parce qu'ils ne tiennent pas la route. Donc le IEL, c'est un exemple vraiment flagrant, c'est-à-dire qu'on est dans un non-mot, un novmot, comme on peut le reprendre en faisant un peu à jeu avec la novlangue, évidemment. On est dans un novmot qui ne veut finalement rien dire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas référence à une évolution de la langue française. Ni à une évolution, ni à des pronoms, parce que le IEL n'est ni elle, ni il n'est même pas il et elle. Donc, si vous voulez, c'est en fait considéré que pour faire représenter chacun, finalement, on rend invisible tout le monde. Oui, c'est un genre neutre. Alors, le neutre n'existe-t-il pas en langue française, un peu comme le it en anglais ? Alors, si vous voulez, pardon. IEL n'est pas du tout un genre neutre, puisqu'il n'est rien du tout, si vous voulez. Dans la langue française, on part du principe que les mots ont une concordance entre l'écrit et l'oralité. Le premier problème de l'écriture dite inclusive, c'est qu'évidemment, elle ne peut pas être lue de la même manière qu'elle est écrite. Donc on a quelque part un signe, un code, qui est IEL, qu'on devrait tous connaître si on est des experts en écriture dite inclusive, et qu'on devrait, quand on le rencontre écrit, le lire naturellement, il et elle. Voilà. Finalement, l'écriture inclusive, c'est une langue qui ne peut pas se parler. Dans beaucoup de cas, elle ne peut pas se parler, absolument, et c'est bien pour ça qu'elle est... C'est imprononçable. C'est ça, elle est beaucoup décriée, puisque la plupart des gens qui s'y essayent, même des gens qui voudraient l'adopter, qui sont en accord avec les thèses idéologiques qui sont à l'origine de sa diffusion, même ces gens-là, quand ils commencent à essayer d'écrire en écriture inclusive, généralement vont faire beaucoup de fautes, parce que c'est très compliqué, c'est complètement contre-intuitif, et puis il n'y a pas de logique ni linguistique, ni sociale, ni étymologique, ni culturelle. Donc finalement, c'est très compliqué. Vous travaillez avec des racines de mots qui n'en sont pas, vous déconstruisez complètement la langue. Donc finalement, pour celui qui voudrait l'appliquer, il va être très vite confronté à des difficultés, c'est-à-dire qu'il va faire des fautes dans cette soi-disant forme d'écriture. Et alors après, pour le lire, ça c'est un exercice que j'invite, je dirais pas que j'invite tout le monde à le faire parce qu'il ne présente aucun intérêt, mais nous, chez SOS Éducation, on a tenté de le faire. Moi, je me suis enregistrée en récitant l'Albatros en écriture dite inclusive. C'est évidemment un carnage pour ce magnifique
magnifique poème. Et ça montre bien, si vous voulez, l'objectif n'est pas du tout d'avoir une évolution de la langue qui correspondrait à une évolution partagée socialement, collectivement considérée comme utile ou nécessaire. On est bien dans une idéologie qu'on essaye d'imposer, qui vise à déconstruire la langue. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la langue française, de par son histoire, de par le fait qu'elle a fait rayonner la France dans le monde entier, serait finalement une forme de manifestation de la domination de la France sur le reste du monde. Et à travers ces dominations de la France sur le reste du monde par la langue, on a derrière une intention de dire que la domination est masculine, c'est-à-dire que la France et sa langue représentent, on va dire, exactement par la langue, la manifestation du mal sur la femme. Alors, c'est les partisans de cette écriture inclusive sont-ils nombreux ? Est-ce qu'ils sont une poignée, un groupuscule, ou est-ce qu'ils croissent de plus en plus ? Alors, c'est comme un certain nombre de mouvements idéologiques qu'on voit apparaître depuis quelques années maintenant et dont on découvre aujourd'hui la puissance médiatique et la force de diffusion. Ils sont relativement peu nombreux, mais malgré tout, ils ont une hyper-puissance parce qu'ils adossent en fait leur action à des causes qui, sur le papier, en fait, quand vous commencez à les évoquer, vous semblent, en tous les cas, à la plupart des gens, tout à fait légitimes. C'est-à-dire que si vous dites, nous, en fait, on agit pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui va vous dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette cause-là ? Donc, tout le monde est d'accord, bien entendu. Voilà, donc on est d'accord avec la cause. Et mais puis on n'est peut-être pas obligé de saccager la langue pour ça. Voilà, sauf que si vous ne faites pas un travail d'analyse, et si vous n'avez pas eu une éducation, une instruction de qualité quelque part, vous pouvez peut-être vous laisser emporter, vous laisser influencer par des discours qui sont montés de toutes pièces, qui visent à faire croire que la langue, justement, elle contribue à créer ces inégalités ou à maintenir ces inégalités ou à maintenir des stéréotypes de genre entre les hommes et les femmes. Et pour ça, il faut repartir à l'identité même de la construction de la langue et faire de la pédagogie. Tout ça va aussi, je pense, dans le fait qu'on a quand même énormément perdu en termes d'instruction, c'est-à-dire qu'on a des populations et des générations qui sont beaucoup moins instruites que les générations précédentes et qui sont de ce fait-là beaucoup plus influençables puisqu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances et les codes pour pouvoir voir qu'il y a supercherie dans l'affaire. Oui, vous dénoncez notamment à SOS Éducation la chute du niveau scolaire. Et l'écriture inclusive peut-elle contribuer à cette chute du niveau scolaire ? Est-ce que c'est une dégradation de la langue française ? Alors, l'écriture dite inclusive, elle provient vraiment de mouvements idéologiques très proches de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a rassemblé sous le terme de wokisme, donc Oui. des mouvements qui viennent des États-Unis, enfin qu'on a d'abord importé là-bas. Wok, ça veut dire éveillé. Voilà. C'est pas Bouddha, mais... Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on éveille le peuple dominé à voir qu'il est dominé. Et qui l'éveille, évidemment, ce sont des universitaires principalement. Donc ça a commencé par un certain nombre d'universitaires français qui sont partis dans les années 70 aux États-Unis, qui ont finalement fait passer cette parole-là aux États-Unis. Et les États-Unis nous renvoient l'appareil aujourd'hui en nous disant, écoutez, on va vous convertir à ce à quoi vous nous avez convertis parce que nous, ça y est, c'est fait. Oui, Donc, en France, on a ce qui vient des États-Unis, mais en général avec 20 ans après, 20 ans de décalage. Voilà, et du coup, ça arrive très vite parce qu'ils ont évidemment une puissance de frappe qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et puis, on a aujourd'hui, je dirais que l'écriture inclusive n'est pas la conséquence de la baisse du niveau de l'instruction. Par contre, la baisse du niveau de l'instruction, qui date maintenant de 30, 40 ans, donc qui touche quand même 2 ou 3 générations d'élèves, finalement, cette idéologie qui fait croire qu'à travers une écriture qui serait dite inclusive et qui aurait comme fonction non plus de transmettre, non plus d'avoir une parole universelle, mais au contraire de représenter chacune des minorités par la langue et de faire de la langue un combat et qui amène à dire maintenant on ne peut plus utiliser le neutre français qui correspond à dire que le genre n'entre pas dans la discussion, qui est une force magnifique de la langue française, si vous voulez. Ça, on le renie en disant, mais non, il faut à tout prix que quand on veut utiliser un universalisme, qu'on désigne toutes les minorités. Donc les minorités, ça va être il et elle, mais après, on peut élargir à l'infini. Voilà, à l'infini, ce qui fait que ça ne veut plus rien dire. Donc l'instruction, la baisse du niveau d'instruction,
n'est pas conséquentielle, entre guillemets, à l'arrivée d'IEL, mais c'est plus que l'arrivée de l'écriture dite inclusive ou l'arrivée de la diffusion de ces formes d'une neuve langue, finalement, elle se trouve abordée par des générations, des jeunes générations qui n'ont pas les connaissances nécessaires, les connaissances fondamentales pour détecter qu'en fait c'est une supercherie, que évidemment l'égalité homme-femme ne passe pas par ce genre on va dire de substrat ou de cosmétique qui finalement ne permet pas de faire avancer les vrais sujets, et au contraire, on peut se demander si le fait de porter des idéologies comme ça n'a pas tendance, au contraire, à contribuer d'une certaine manière à maintenir des stéréotypes de genre. Justement, l'apprentissage de la langue française, quand nous étions tous à l'école, c'est assez compliqué. Moi, je me souviens des conjugaisons, des analyses grammaticales, etc. C'était pas simple. Et il semblerait que finalement, l'écriture inclusive vient encore compliquer tout ça. Alors absolument, l'écriture dite inclusive, en fait, je précise toujours dite inclusive parce qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Au contraire, l'écriture inclusive, dite inclusive, est particulièrement excluante et discriminante. Alors évidemment qu'elle complique encore plus, ce qui est déjà assez compliqué, pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, elle n'a pas de normes. Elle est fluctuante en fonction de ceux qui l'utilisent et d'un certain nombre on va dire, de corps à l'intérieur même des promoteurs de l'écriture inclusive. Certains vont utiliser le YEL, d'autres vont utiliser le point médian, certains vont choisir l'accord de proximité, d'autres vont choisir un autre type d'accord. C'est à la carte, quoi. C'est un peu à la carte. Et du coup, évidemment qu'on ne peut pas enseigner des règles de grammaire qui soient à la carte. Évidemment qu'on ne peut pas laisser un flou dans l'apprentissage des enfants. Mais pire que cela, l'histoire de la langue française évolue. Elle évolue à travers des institutions qui sont garantes justement de conserver tous les fondements qui sont la base de l'enseignement, notamment les racines des mots, qui sont des référents pour les enfants pour apprendre à lire et à écrire. Et puis également les règles de grammaire, elles ont un sens qui permettent de dire des choses, de construire des phrases très compliquées. Et à travers le bon usage de l'orthographe, on peut comprendre de qui on parle ou à qui on s'adresse. Les conjugaisons permettent de bien savoir dans quel temps on se trouve, de parler du conditionnel, de pouvoir faire du lien avec des messages qui sont de l'ordre de l'implicite. Et si vous enlevez tout ça, mais vous enlevez la capacité à avoir une langue qui permet d'exprimer toutes les idées et l'esprit critique. Donc de ce point de vue-là, d'abord, elle n'a pas sa place dans l'école, elle est un problème pour évidemment, elle ne peut pas être enseignée, et en plus, elle limite énormément la capacité à s'exprimer, à se faire comprendre. Alors justement, l'arbitre en matière de langue française, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Et lui, pour l'instant, il maintient la ligne, si je puis dire. Alors, l'Académie française est vraiment vent debout depuis de très nombreuses années, puisque là, le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire entre guillemets le haut de l'iceberg, qui est le YEL, finalement... C'est un film, finalement, le YEL. C'est un film, voilà. C'est un prétexte. Les enjeux remontent même avant, je pense, mais en tous les cas, on a quand même beaucoup de traces depuis les années 90, et notamment à travers la féminisation des noms de métiers et des noms de fonctions, qui a été l'un des premiers sujets. Qui sont presque des néologismes, finalement. En fait, la question c'est pour ça qu'en fait, le Robert est un peu ridicule dans sa prise de position et n'est en tous les cas pas à la hauteur de ce qu'est la fonction d'un dictionnaire. C'est-à-dire que quand la question s'est posée de la féminisation des noms de métiers et des noms de fonctions, que ce soit à l'Académie française ou que ce soit le commissariat général de terminologie et de néologie, ils se sont vraiment posé la question de ce que soulevait la féminisation des noms de métiers. Et c'est pour ça que l'Académie française, au même titre que le rapport qui a été émis par cet organisme, ont vraiment expliqué pourquoi la féminisation des noms de métiers était déjà très ancienne, donc il n'y avait pas besoin de la revendiquer, puisqu'elle existait déjà. Tous les métiers qui étaient occupés par des femmes avaient été féminisés, donc il n'y avait pas de sujet à porter des revendications à ce niveau-là. Oui, mais alors les femmes maintenant qui occupent des métiers d'hommes, il fallait peut-être faire quelque chose, justement. Alors à chaque fois que ça a été possible, il y a eu des initiatives. 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 Il y a eu des initiatives.
l'Académie française a toujours été plutôt très très favorable, puisque justement les métiers qui étaient historiquement occupés par des femmes avaient été féminisés, enfin le nom avait été féminisé, donc il n'y a jamais eu de problème par rapport à cela. Au contraire, par contre, l'Académie française a toujours rappelé qu'elle accepterait et qu'elle intégrerait les noms de métiers féminisés à partir du moment où ils n'étaient pas contraires à l'orthographe, aux règles de syntaxe et aux règles de grammaire, si vous voulez. Donc il y avait une certaine vérification qui permettait de dire, bah oui, les noms en heure, bah c'est un féminin en is et pas en euse, vous voyez, par exemple. Donc c'est des questions comme ça qui ont posé des problèmes. Mais sur le fond de féminiser les noms de métiers, je crois qu'il n'y a jamais eu de vrai débat qui aurait posé un problème. Là où la question s'est vraiment posée, c'est sur les noms de fonctions. Pourquoi ? Parce que les fonctions, et notamment les fonctions publiques, n'appartiennent pas à la personne qui l'occupe. Elles ne sont pas corrélées à la personne qui l'occupe. La personne qui occupe une fonction publique, elle prend le siège de la fonction publique. Un ministre, par exemple. Indépendamment de son genre. Et c'est là qu'il y a eu des difficultés de compréhension, c'est-à-dire que d'un côté, l'Académie française revendiquait que c'était très important pour la personne qui allait occuper le poste, qu'elle ait bien la possibilité d'avoir une stature qui dise qu'elle prend ce siège quelque part, ou cette chaise qui lui est donnée, cette charge, et indépendamment de son genre. Et donc, c'était ça l'argument. Mais après, la société évoluant, les femmes qui avaient ces fonctions-là exprimaient une volonté sociale de pouvoir féminiser. L'Académie française a dit, d'accord, bah on pourra féminiser. D'ailleurs, un certain nombre de ministères l'ont fait d'ailleurs même avant que l'Académie donne son accord. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu discussion, il y a eu consensus et on a convenu, entre eux, ils ont convenu qu'en fait, ça ne poserait pas de problème. Là où l'Académie française a fait un travail, à mon avis, qui était important, c'est qu'elle a quand même veillé à rappeler que ce n'était pas à la société d'imposer à une femme qui ne voudrait pas avoir son nom féminisé ou sa fonction féminisée, c'est-à-dire qui souhaiterait garder le neutre, de pouvoir le faire. Et c'est à ce titre que je donne souvent un exemple qui me semble être assez représentatif. C'est quand vous dites vous êtes le meilleur des ministres à une femme, c'est-à-dire que vous lui dites qu'elle est le meilleur parmi tous les ministres, alors que si vous lui dites vous êtes la meilleure des ministres, potentiellement, on peut considérer qu'elle est la meilleure parmi les femmes ministres. 7h, 9h tous les vendredis, la dernière ligne droite de la semaine, Christian Bex. Le petit Robert, dans un communiqué que j'ai lu, explique qu'ils ont intégré ce fameux YEL parce que il ne se comprend pas, selon eux, il ne se comprend pas à sa seule lecture. Il n'est pas transparent, disent-ils. Alors, n'est-ce pas le rôle d'un dictionnaire d'expliquer les mots ? Alors, pas les mots qui n'ont pas de fondement, en fait, si vous voulez. Parce que dans ces cas-là, ils peuvent... Parce que c'est un mot qui n'en est pas un. C'est pas un mot, en fait. Il n'est pas reconnu comme étant un mot de la langue française. Or, en France, on parle la langue française. Et donc, on doit, dans un dictionnaire, trouver les mots de la langue française. Là, on n'est pas du tout dans un mot de la langue française. D'abord, on est dans un mot qui ne se lit pas. Donc, à partir du moment où on a une différence entre l'écriture et la lecture, ça pose question. Mais soit, admettons que ce soit possible d'avoir un mot en langue française qui s'écrive et qui ne puisse pas se lire, ce qui paraît déjà absurde. Mais l'autre réaction qu'on a par rapport à ça, c'est qu'évidemment, ces idéologistes laissent croire que la langue, elle doit suivre l'évolution des locuteurs, c'est-à-dire des gens qui parlent. Sauf que cette évolution, c'est pas une évolution de mode. On n'est pas... le dictionnaire, si vous voulez, n'est pas une marque de mode, en fait. Oui, la langue française a évolué depuis des toujours, siècles. Mais depuis toujours. Depuis toujours. Bien sûr. On ne comprendrait plus à notre époque le français du haut Moyen-Âge, par exemple. Il faut le déchiffrer. Et pourtant, c'est du français. Mais c'est du vieux français. Oui, mais le français n'a pas évolué. On ne change pas les mots du dictionnaire français et on ne change pas la langue française dès qu'il y a un phénomène de mode qui va peut-être durer 6 mois, 1 an, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas de saisonnalité, on n'est pas dans l'industrie de la mode ou de la cosmétique. On ne va pas faire 4 collections des nouveaux mots de la langue française par an. Donc, c'est absolument absurde. Et l'autre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une académie française, qu'on a des dictionnaires scrupuleux qui attendent de voir comment un certain nombre de mots peuvent prendre place dans la société et jusqu'à ce qu'il y ait des commissions qui vont décider si oui ou non ce mot s'est imposé, est socialement reconnu, fait socialement sens et correspond à quelque chose qui est une réalité durable dans notre société
suffisante pour pouvoir choisir de le mettre dans notre dictionnaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la langue, c'est le moyen par lequel on transmet, on communique de génération en génération. Donc si on a trop de décalage en termes de vocabulaire entre les générations, on ne se comprendra plus. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait, la langue française a évolué depuis toujours, mais avec une rigueur et une vigilance sur les enjeux que la langue a pour la nation. La langue française, comme toute langue, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Alors, j'ai interviewé un éditeur, Éric Bonnier, qui a reçu déjà des manuscrits en écriture inclusive. Il a reçu depuis peu de temps 4 manuscrits en écriture inclusive. Et vous allez l'entendre, il dit bien entendu que c'est illisible. Il les a refusés, ces manuscrits, il les a renvoyés à leurs auteurs, mais véritablement, c'est quelque chose qui l'a frappé, parce que c'est vraiment, non seulement c'est illisible, mais c'est imprononçable en plus. Toute la ponctuation n'existe plus, et comme disait Verlaine, la poésie c'est de la musique avant toute chose, et avec l'écriture inclusive, il n'y a plus du tout la poésie et le rythme de la poésie. Donc on écoute Éric Bonnier. Éric Bonnier, bonjour, vous êtes éditeur et votre témoignage m'intéresse beaucoup parce que vous avez reçu déjà des manuscrits en écriture inclusive. Alors comment se présentent ces manuscrits ? À quoi ils ressemblent ? Effectivement, ça fait à peu près 1 an et demi que je reçois pas de façon récurrente, mais quelques manuscrits à l'écriture inclusive. Alors déjà, on va définir ce qu'est l'inclusivité dans l'écriture, c'est-à-dire en fait, c'est le fait de gommer dans le langage ce qui pourrait s'apparenter à une discrimination sexiste ou genrée. Bon, très bien. L'idée, c'est qu'effectivement, je pars du principe qui est le suivant, la ponctuation dans la langue française est capitale. Un point d'exclamation, on s'exclame. Les points de suspension, on reste en suspens. Tout a un sens. Vous ajoutez des points par-ci par-là pour féminiser ou genrer les participes passés, par exemple, c'est pas possible. Je prends un exemple concret. Les hommes et les femmes sont partis. Bien. Parti TIS, avec l'inclusive, on est TI.E.S. Si vous voulez, c'est totalement illisible. Enfin, moi, ça devient vite incompréhensible. Mais complètement. Déjà, on a un déficit de lecteurs et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que c'est compliqué. Les gens lisent de moins en moins. Alors, si vous leur rajoutez des petites ponctuations par-ci par-là dans les textes, on s'en sort plus. Vous comprenez ? C'est pas possible. Enfin, moi personnellement, c'est pas du tout ce que je désire avoir entre les mains. Et d'ailleurs, j'en ai eu 4 là depuis le mois de septembre que j'ai absolument refusé parce que ça ne me plaît pas. Voilà, je ne suis pas à l'aise dans ce travail-là. Voilà. Ce n'est pas de la littérature et ce n'est pas du français non plus. C'est, disons, un point d'idéologie. La théorie du genre, moi personnellement, vous savez, je dis une chose très simple, si les gens sont mal dans leur peau, il y a d'autres choses aujourd'hui pour avancer dans la société. Et puis n'oublions pas qu'il y avait, et d'abord notre langue française descend du latin, le latin, il y a le neutre, vous savez, il y a 3 cas, il y a le cas masculin, il y a le cas féminin, il y a le neutre. Bon, eh bien, voilà, regardez, on essaie de nous expliquer aussi de féminiser les métiers, mais les métiers, pour moi, c'est du neutre. Auteur, maintenant, ça devient une autrice, c'est horrible, c'est absolument ignoble. Enfin, franchement, ce sont des néologismes. Mais bien sûr. Donc moi, personnellement, voilà, je suis totalement contre ce genre d'action dans la littérature. Après que les gens s'amusent à jouer avec les mots, pourquoi pas ? C'est une bonne chose, c'est très simple. Mais là, franchement, avoir des textes comme ça, pour moi, c'est pas du tout engageant. Voilà. Que la langue évolue, c'est normal, à travers les siècles. On ne parle plus comme au Moyen-Âge dans le vieux français, mais il faut que ça reste compréhensible.
Tout à fait. Puis de toute façon, vous savez très bien qu'il y a l'Académie française aussi qui veille sur le dictionnaire, sur la langue française. Voilà, je pense que la langue française, ça fait partie de notre patrimoine national, c'est évident. La déconstruire aujourd'hui comme de cette façon-là, je trouve que c'est un effet de mode. Et voilà, c'est un effet de mode idéologique, ça n'est pas plus. Voilà. C'est le dictionnaire de l'Académie française qui fait toujours autorité. Bien sûr, heureusement. Bien sûr. Et le petit Robert, alors, qui a introduit le YEL, ce pronom YEL, qui fait beaucoup parler de lui. Le petit Robert, il fait quoi, là? Il essaie d'être à la mode et de rentrer finalement dans un aspect sociétal. Bon, c'est actuellement très décrié. Je crois que même la femme du président de la République s'en est emparée aussi. Bon, a priori. Moi, ce que je vois, c'est que le YEL, c'est quoi? C'est encore une fois le neutre, c'est le SES allemand. Vous avez... Mais le neutre existe dans le français, vous l'avez rappelé. Bien sûr, je viens de le rappeler, absolument, bien sûr. Moi, personnellement, je vois pas du tout quels sont ces types de polémiques. Vous savez, moi, je pense qu'en termes de féminisation de la société, je pense qu'il faut mieux, à mon avis, avancer sur le fait que les femmes aient des meilleurs salaires à hauteur égalitaire par rapport aux hommes, plutôt que de dépenser du temps sur l'écriture inclusive. Oui, il est préférable d'établir une véritable égalité entre hommes et femmes, plutôt que de s'attaquer à la langue française. Tout à fait. C'est plus efficace. Exactement. C'est un combat beaucoup plus important. Tout à fait. Alors, ces romans, vous les avez retournés à leurs auteurs ? Oui, alors évidemment, vous savez, maintenant on reçoit des candidatures spontanées par mail, donc avec une lettre qui présente l'auteur, un petit peu de biographie personnelle, le texte évidemment en PDF. Après, oui, j'ai toujours ce que j'appelle un courrier générique qui me permet de dire, écoutez, monsieur, non, ça ne rentre pas dans ma collection, ou non, parce que j'ai mon programme qui est déjà terminé pour l'année, en cours, et puis là, c'est une nouvelle lettre qui s'appelle, non, monsieur, je n'aime pas l'écriture, je n'apprécie pas l'écriture inclusive. Voilà, il y a un troisième courrier que je viens de faire, voilà, qui vient d'être créé, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de livre paru en écriture inclusive ? Si, je crois que si, vous avez quelques éditeurs qui l'ont fait depuis un an et demi. Et ça se vend ? J'en sais strictement rien, c'est pas du tout mon problème. C'est une bonne question, ça, oui. Ouais, savoir s'il y a des courageux pour lire ce genre de livre. Ouais, c'est ça, absolument. Alors, vous venez d'entendre Éric Bonnier, Sophie Audugé, quelle est votre réaction ? Écoutez, je salue en fait le retour des... Il est de bon sens. Oui, il est de bon sens. Alors, on a eu aussi, suite à l'action qu'a engagée SOS Éducation, on a des éditeurs également. On a plusieurs éditeurs, comme monsieur, qui nous ont écrit en nous expliquant que, pareil, ils refusaient ce type de manuscrit. Et dans un des correcteurs, en fait, qui était dans une maison d'édition qui avait refusé un manuscrit, ça nous a pas mal interpellés. Du coup, on l'a mis dans les arguments, puisqu'on a fait une liste de plus de 50 arguments pour donner, en fait, des objectifs, des arguments objectifs aux gens qui se posent des questions. Oui, il faut leur répondre, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire qu'on a vraiment moi, j'en parle beaucoup. Et c'est vrai que j'ai régulièrement des personnes qui me disent « Oui, mais tu comprends, peut-être, quand même, etc. » Et du coup, quand on commence à discuter, on demande à la personne « Dis-moi quels seraient les arguments ?» Et là, on a les arguments qui sont portés par les mouvements idéologiques. Et chaque argument peut être, on va dire, évidemment, retourné très facilement. Et justement, ce correcteur nous disait qu'en fait, donc il a reçu des manuscrits, il a commencé à les lire. Et en fait, l'écriture inclusive est excessivement difficile à utiliser, évidemment, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, elle n'a pas de normes, et elle refuse le principe même d'un neutre. Donc, elle refuse quelque part la logique d'un certain nombre de discours ou d'universalisme ou de propos qui, en fait, engloberaient une situation, parleraient d'une manière générale des hommes et des femmes, ce qui fait que le texte, en fait, ne veut plus rien dire. Et il nous avait envoyé donc des exemples en nous disant, vous voyez, là, par exemple, il en a tellement eu assez qu'en fait, il a arrêté d'utiliser l'écriture inclusive parce que même lui n'y arrivait pas. Donc, vous avez un manuscrit qui démarre en écriture inclusive relativement bien
bien appliqué, bon élève. Puis au bout d'un moment, il se rend compte que dans son récit, lui-même perd le fil. Donc il abandonne un peu l'écriture inclusive. Puis vers la fin, il y revient un petit peu quand même pour qu'on puisse pas dire qu'il n'avait pas continué comme ça. Ça serait un exercice de style, un petit peu comme Pérec à son époque, supprimant les E. C'est ça. Alors je pense que ça pourrait, en tout cas, ça aurait peut-être plus de sens de ce point de vue-là. Et ça serait une bonne démonstration que finalement, ça n'apporte rien à la beauté du texte, ça n'apporte rien au récit. Et c'est ce que vous disiez très justement. Il y a la musicalité de la langue qui est fondamentale. On a quand même l'une des langues qui est les plus belles du monde, qui a fait le rayonnement de la France dans le monde entier. On a évidemment des auteurs illustres par dizaines qui sont vraiment l'histoire de la France. Et marquer une rupture avec ces auteurs-là, au motif qu'ils auraient été eux-mêmes porteurs d'une démarche de domination du mâle sur la femelle, finalement, ne peut pas prendre sur le long terme, ne peut pas prendre sur les gens qui sont censés. Parce que, évidemment, quand vous avez, je peux reprendre l'exemple de l'albatros, qui est quand même une métaphore la plus sublime sur l'acte du poète, où effectivement, il ne viendrait même pas à l'idée de penser qu'à ce moment-là, le poète est genré. Évidemment que le poète, il n'est pas genré. D'ailleurs, il est au-dessus des humains puisqu'il vole. Et c'est tout le principe de cette métaphore. Donc, tu as les ramener dans des textes comme... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne pourrait pas écrire. On ne pourrait pas écrire l'albatros. Je veux dire, parce qu'on a tellement de contraintes idéologiques qu'on s'empêcherait de penser un monde où on s'autorise à aller vers quelque chose d'universel, qui rassemble, voilà, comme était ce texte de métaphore sur le poète. Oui, parce que l'albatros, finalement, est trop dominant. Écoutez, c'est quand Moi, même... j'en ai vu voler en plein Atlantique, c'est magnifique. Voilà, on est d'accord. Mais c'est justement ce qui est aberrant dans tout ça, c'est que quand vous avez réussi avec ce texte sublime à expliquer ce qui était le ressenti Baudelaire, profond, bien entendu. bien sûr. Ce qui était le ressenti profond de cet artiste qui va réussir à mettre en mots ce qui est la quintessence même de l'acte de création d'un poète, et de montrer à quel point il est à la fois au-dessus des hommes parce qu'il pense le monde, et en même temps, quand il est autour des hommes, il est très embarrassé parce qu'il est par une forme d'inhabileté sociale. C'est sublime. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à savoir si c'est un homme ou une femme? Enfin, c'est pas le sujet. Et c'est bien là l'aberration de ces idéologies, c'est qu'elle laisserait entendre que la langue française n'a pas la richesse qu'elle a, la beauté qu'elle a, et n'a pas permis, à travers ce que ces auteurs ont en fait, d'être l'une des nations qui fascine par sa culture, et notamment sa culture littéraire. Ouais, alors est-ce que ce n'est pas un moyen ou une manière d'opposer les hommes et les femmes, alors que nous sommes tous des êtres humains? Donc, être humain, c'est ni homme ni femme, on est tous des êtres humains. Alors, c'est évidemment ce que beaucoup de gens ressentent face à cette idéologie, à tel point d'ailleurs que la plupart des femmes qui ont, enfin en tous les cas un certain nombre d'entre elles, qui ont été des acteurs très importants de la lutte féministe, ne se reconnaissent pas du tout dans ces idéologies, et évidemment reprochent ce type de manifestation et de dogmatisme qui n'a pour effet finalement que de mettre les hommes et les femmes les uns contre les autres. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a un vrai... il y a un mensonge assez fort là-dessus, qui est dénoncé. D'ailleurs, c'était assez drôle, c'est assez drôle, moi j'ai retrouvé le discours d'entrée, de réception de Simone Veil à l'Académie française, et de manière tout à fait surprenante, puisqu'elle démarre son discours de réception, parce qu'en fait, quand vous entrez à l'Académie française, le discours de réception, il est fait en l'honneur de l'académicien dont vous allez prendre le siège. Et donc, normalement, on rentre assez vite dans les loges, ou en tous les cas, de la personne à laquelle vous allez succéder. Et en fait, dans son discours de réception, elle va témoigner son amour pour la langue française et sa fierté en tant que femme de prendre un siège à l'Académie française. Et à ce moment-là, elle va justement faire un peu un pied de nez à ce faux féminisme-là, dont elle sait très bien qu'il n'entre pas dans la vraie lutte d'égalité homme-femme,
et qu'à travers elle, son parcours, elle est beaucoup plus représentative d'un exemple à suivre pour toutes les femmes, puisqu'elle va effectivement occuper, comme elle le dit à la fin de son discours, le siège de Racine. Alors, la première femme à rentrer à l'Académie française, c'était Marguerite Yourcenar. Et je me souviens à l'époque, Jean Dutour, personnage avec beaucoup d'humour, académicien, qui expliquait que le grand problème qui se posait à l'Académie pour la réception de Marguerite Yourcenar, c'était d'avoir des toilettes pour femmes. Puisqu'il n'y avait que des toilettes pour hommes jusqu'à présent à l'Académie française qui n'étaient composées que d'hommes. Donc c'est une bonne évolution que des femmes entrent à l'Académie française. Alors, non mais absolument, je crois qu'il faut pas Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous des êtres humains, hommes, femmes, pour moi, il n'y a pas de différence. Non mais il n'est pas... Il est... Intellectuellement tout au moins. Non mais il est une réalité qu'un certain nombre de fonctions... de mandats, de positions ont été difficiles d'accès aux femmes pendant très longtemps. Mais la France a quand même beaucoup agi et elle a eu effectivement des mouvements féministes qui ont permis de renverser justement ces dogmes-là et de prendre des places très haut placées et des places qui étaient auparavant dévolues aux hommes pour imposer le fait qu'effectivement une femme a les mêmes capacités de penser, d'agir, d'autorité que n'importe quel homme. Voilà, qu'elle en a la capacité et qu'elle en a la possibilité, qu'il faut juste lui permettre de le montrer et de le prouver. Et c'est en ça que le mouvement féministe a été essentiel et l'est toujours. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on utilise une cause qui est une cause noble et légitime pour en faire un levier d'idéologie et de combat politique qui n'a rien à voir avec celui qui était celui des féminismes de France, c'est-à-dire des femmes qui voulaient modifier le fonctionnement en France des organisations, des administrations et des jeux de pouvoir. Et là, on se retrouve prise dans une vague qui est une vague du wokisme, qui nous vient des États-Unis et qui est finalement des combats, si vous voulez, des vagues de combats, des vagues déferlantes qui n'ont qu'un objectif, c'est de déconstruire des cultures qui sont riches comme les nôtres, de leur histoire, de leur culturellement, artistiquement, de les déconstruire pour finalement se retrouver dans une espèce d'équivalence entre des nations dont la priorité est avant tout le capitalisme et le profit. La France a toujours eu son exception culturelle française, je pense qu'il faut la conserver, et le fait de confondre l'égalité homme-femme telle que l'a combattue et d'autres avec elle, Simone Veil, avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est absolument... ça n'a rien à voir. C'est des combats qui n'ont absolument rien à voir. Ça serait une manière pernicieuse de combattre l'influence de la France. Absolument. Absolument, mais bien sûr. Si vous voulez, parce que là, on parle de l'écriture inclusive. Nous, actuellement, chez SOS Éducation, on est déjà passé à un autre sujet qui est évidemment les problématiques d'identité transgenre à l'école avec des enfants auxquels qu'on emmène faire des transitions qui seront des enfants sains, qui vont prendre des médicaments toute leur vie pour devenir des garçons ou des filles alors qu'ils sont du sexe opposé. Tout ça, c'est le même mouvement, c'est le même ensemble de construction d'un combat politique, idéologique qui vise à déconstruire la culture française et la nation française. Alors, le YEL, est-ce qu'il est pervers ou est-ce qu'il est dangereux? Ou les deux? Le YEL, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus triste pour le Robert que ce dictionnaire soit à ce point-là pas capable de savoir quelle est sa fonction sociale de dictionnaire. Heureusement. Alors, le directeur du Robert dit définir les mots qui disent le monde, c'est aider à mieux le comprendre. Alors, je ne crois pas du tout que Yel, qui s'écrit Yel et qui se prononce pas Yel, aide à comprendre le monde. Vous voyez. Alors là, par contre, pour le coup, je ne vois pas du tout. Enfin, moi, en tous les cas, le Yel ne m'éclaire pas beaucoup sur le monde. Hein. Voilà. Après, par contre, je pense que des propos comme ceux, par exemple, dont je faisais référence tout à l'heure, le fameux discours de Simone Veil, quand elle rappelle
qu'elle s'amusait avec son papa à faire des espèces de petits jeux de compétition sur la définition des mots français les plus compliqués et qui se lançaient des défis qu'ils allaient regarder dans le dictionnaire pour savoir qui avait raison. Je pense que c'est dans ce genre d'échange, on va dire dans la famille, entre le parent et ses enfants, apprendre l'amour de la langue, choisir ses mots, comprendre la distinction entre des mots qui sont synonymes pour les employer à bon escient. Je pense que c'est le meilleur moyen de permettre à des jeunes générations demain d'exprimer le plus précisément leurs idées, d'exprimer le plus précisément les combats qui sont les leurs, les valeurs qu'ils veulent défendre. Je ne vois pas en quoi Yael va aider un jeune à exprimer mieux sa vision du monde, à exprimer mieux ce qu'il entend défendre comme valeur. Je ne vois pas comment Yael va l'aider à s'interroger sur son impact environnemental sur le monde. Vous voyez, là, pour le moins, Yael ne servira à rien pour ni sauver le monde, ni changer le monde, ni une meilleure égalité homme-femme. Quel peut être l'avenir de l'écriture inclusive ? C'est une mode qui va passer ? Alors, j'espère qu'il n'y en aura aucun. Heureusement, on a certains dictionnaires qui ont pris évidemment la position de dire mais nous, chez nous, jamais. On a le dictionnaire.com en ligne qui affiche que lui ne pratique pas d'écriture inclusive et d'ailleurs qui remet le lien vers la pétition d'SOS Éducation qui a été signée par plus de 53 000 personnes, qui est une pétition qu'on a lancée il y a plus de 4-5 mois maintenant. Donc, non, comme c'est le cas depuis, on va dire, quelques années maintenant, une petite dizaine d'années, le Yael va sans doute, on l'espère, mourir rapidement. Après, par contre, on va avoir autre chose. Vont revenir les fameux accords de proximité. Si vous voulez, parce que dans l'écriture dite inclusive, on considère également que le fait d'accorder au genre neutre, finalement, c'est une domination masculine. Donc, on nous fait croire qu'il y a, au XVIIe siècle, ce n'était pas le cas parce qu'à l'époque, on accordait avec le nom le plus proche. C'est un mensonge. L'histoire est tout à fait différente. C'est qu'au XVIIe siècle, il y avait effectivement un accord de proximité, mais qui était excessivement compliqué, puisque pour accorder et faire cet accord de proximité, il fallait que la phrase et les mots concernés soient qualifiés soit de la gradation, je reprends mes notes, c'est synonymie. Il fallait qu'il y ait soit une synonymie, soit de la gradation, soit de la catégorie. Et seulement dans ces cas-là, vous deviez appliquer l'accord de proximité. Sauf qu'au moment où s'est démocratisée l'instruction, où on a commencé à vouloir faire que tous les enfants puissent accéder à une éducation et démocratiser l'acte de lire à tous, on s'est rendu compte que certaines règles étaient très très compliquées. C'était le cas de cette règle d'accord de proximité qui n'était utilisée finalement de par sa complexité que par des gens extrêmement lettrés. Et c'est à ce moment-là qu'on a abandonné cet accord de proximité, justement parce qu'il était beaucoup trop synonyme d'une domination des personnes très lettrées sur les autres. Donc, vous voyez, on peut très bien faire dire à l'histoire ce qu'on veut, et notamment un mensonge pour faire croire que l'accord de proximité, au XVIIe siècle, c'était la preuve qu'au XVIIe siècle, les femmes auraient été mieux traitées qu'au XXIe siècle. Oui, alors qu'au XVIIe siècle, on s'interrogeait encore, beaucoup d'académies savantes, je ne parle pas de l'Académie française, s'interrogeaient de savoir si les femmes avaient une âme. Absolument. Déjà. Non mais voilà, c'est-à-dire que c'est toujours la question de ces manipulations-là idéologiques. C'est que parfois vous vous dites, mais c'est tellement absurde, comment je vais pouvoir... D'abord, moi, comprendre comment des gens ont pu arriver à produire ça et à diffuser ça. Et ensuite, comment vous pouvez aider, en fait, à éclairer ça pour éviter que dans la tête des enfants, ça rentre déjà, et qu'on continue à instruire nos enfants de la manière la plus objective possible, la moins idéologique possible, pour leur permettre, quand ils auront l'âge d'avoir leurs propres idées, leurs propres pensées, qu'ils soient capables de le faire. Alors, est-ce que l'écriture inclusive peut faire une percée dans l'enseignement ? Alors, elle en a déjà fait une. Justement, je recherchais tout à l'heure parce qu'il y avait un très très bon article sur Marianne il y a quelque temps qui était totalement édifiant, où on voyait, voilà, je l'ai là, où le journaliste, qui est M.
Cortés, je sais plus, Corte ou Cortés, c'est un article qui date du 20 décembre. Et donc, il a fait une enquête, parce qu'il savait, en fait, que l'écriture inclusive avait déjà infiltré l'école primaire. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres d'école qui utilisent l'écriture inclusive, alors, ils l'utilisent ou qui l'enseignent. Bon, alors normalement, ils n'auraient pas le droit. Maintenant, ils n'ont plus le droit parce qu'il y a, grâce à la pétition qu'on a menée et à la mobilisation qui a été assez forte dans les médias pour justement demander à Jean-Michel Blanquer qu'il prenne position et qu'il interdise l'écriture inclusive dans l'enseignement, normalement, ils n'ont plus le droit. Mais c'était après le 20 décembre. Or là, c'est un article qui date du 20 décembre. Alors, ils n'enseignent pas... 2020, voilà. Ah oui, vous avez raison. Bientôt, on est dans décembre 2021. Alors, ils n'enseignent pas, évidemment, l'apprentissage de l'écriture inclusive de manière formelle, mais on a des propos comme ça, donc c'est des enseignantes, 29-34 ans, qui vont dire que, donc elles font des jeux, donc elles disent, il n'est jamais assez tôt pour former des citoyens éclairés. Donc là, on parle d'enfants qui sont en CM1, CM2, c'est-à-dire qu'alors qu'on devrait là être dans une instruction de l'apprentissage du lire-écrire, évidemment non idéologisée, on a des enseignantes qui font quelque part de leur métier un acte de propagande. De propagande, oui, puis même de citoyenneté. Et d'embrigadement, certainement, oui. Voilà, elles ne sont pas là pour apprendre à lire, elles sont là pour former un citoyen éclairé en CM1, CM2. Donc on est 7 ans, 8 ans, 9 ans. Voilà. Donc il y a quelque chose de ludique dans cette nouvelle langue française, voilà, qui se dessine. Alors, pourquoi vous le faites, donc voilà, la langue est en mutation, simplement pour les ouvrir à autre chose, pas pour les endoctriner. C'est des verbatims, c'est donc ces propos qui sont repris de l'enseignante. Et donc, ils s'amusent à jouer avec des nouveaux articles, donc des articles neutres. Donc, on leur apprend le lo, le lu, au lieu de le ou la, voilà, et on leur apprend le lia. Voilà. C'est incompréhensible de parler comme ça. Absolument. C'est vraiment donc une bouillie. C'est complètement une bouillie. Alors, ces enseignantes-là, elles avaient déjà commencé le YEL avant qu'il soit dans le dictionnaire Le Robert, puisque évidemment, ça en fait partie. Elles leur apprennent aussi des déterminants possessifs inclusifs, donc comme le mahon, qui est le mélange de ma et mon, et le taon, voilà, qui est également un mélange de taille et ton. Et voilà, et on leur dit qu'ils distribuent, en fait, elles ont distribué des polycopiés comprenant ce qu'elles appellent des mots mutants. Il faut quand même le lire pour le croire. Oui, c'est assez... Et elles s'amusent à faire des exercices collectifs où elles proposent aux enfants, en fait, dans ces âges-là, de transformer des phrases du quotidien, donc des phrases bien écrites. Ça me fait penser aux femmes savantes de Molière, bien sûr, avec ses précieuses ridicules. Mais vous savez, c'est souvent on arrive à ça en fait. On arrive à se dire mais c'est pas possible en fait. Voilà. Sophie Audiger, je vous remercie d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous, merci beaucoup.